organisateur de ce premier débat conférence sur l'écosystème numérique, le défi juridique et sociétal. Donc je voulais remercier déjà nos participants ici présents ainsi que l'animatrice, sans oublier évidemment nos sponsors. Donc je remercie Cogesur, la CPME, le groupe Vive, la Fédération Sinov et le service communication, et puis Sinov régional, Île-de-France et Rhône-Alpes. Voilà, je vous remercie de votre écoute et je permets donc à notre animatrice de pouvoir prendre le relais. Merci Fabrice. Alors, quand Didier et Fabrice m'ont demandé d'animer une table ronde sur les écosystèmes numériques, défis juridiques et sociétaux, j'ai tout de suite accepté. Je me sens particulièrement traversée par ces questions. Je suis avocat en propriété intellectuelle et immatérielle. Et donc, nous réfléchissons toujours en cette matière à système propriétaire, système non propriétaire, technologie open source, pas open source. Est-ce qu'on a obtenu des autorisations? Comment est-ce qu'on protège ces contenus, les technologies? Et donc, c'est quelque chose qui est au cœur de nos réflexions. Non seulement la protection de la propriété intellectuelle, la protection des secrets d'affaires des entreprises, la confidentialité des données, et puis aussi la protection des contenus à l'ère donc de l'intelligence artificielle, particulièrement générative, où nous nous posons aujourd'hui la question de savoir si les données d'entraînement sont des données sur lesquelles il y a eu une autorisation ou pas. Donc voici un ensemble de questions auxquelles je me pose régulièrement. Je suis obligée de regarder, de poser ces questions sur la propriété. Mais au-delà, je dirais, de la propriété intellectuelle, il y a aussi la question de la propriété des données. Et c'est un sujet qui me traverse particulièrement parce qu'on doit se poser la question de savoir qui a la propriété des données qu'on veut exploiter, tout simplement parce qu'il n'y a pas de régime juridique propre et consacré en droit à la donnée. Vous avez des éléments qui sont susceptibles et éligibles de protection, tels qu'une base de données qui donne une protection spécifique de certains éléments, mais la donnée en elle-même ne donne pas lieu à un droit de propriété. Et donc, on revient à une situation qui est très contractualisée et très souvent qui revient à une appropriation de la donnée, c'est-à-dire on considère que la donnée appartient à l'entreprise parce que l'entreprise l'a collectée, qu'elle l'a peut-être traitée, peut-être parce qu'elle appartient aux fabricants d'objets connectés ou propriétaires de technologies parce que la technologie ou l'objet connecté a permis la génération de la donnée. Donc ce sont des sujets qui sont centraux à l'aune de cette ère numérique où nous devons mettre en place des conventions de partage de données pour faire vivre cette économie de la donnée. Donc j'ai été tout de suite prise par ce sujet et ravie d'être là. Et je remercie Didier et Fabrice de leur invitation à cet égard. Alors, comment parler des défis juridiques et sociétaux liés aux écosystèmes numériques, qui est notre sujet, avec la notion de toutes les nouvelles technologies, intelligence artificielle, blockchain, et comment ces nouvelles technologies fonctionnent avec les données et la big data, et qu'est-ce que cette convergence fait aujourd'hui, et quels sont les défis juridiques qui sont posés. Je pensais que le plus simple, c'est de commencer par quelques exemples. Et voici quelques-uns que les intervenants pourraient bien évidemment commenter ou pas dans leurs interventions. Par exemple, nos téléphones portables activés à distance à notre insu, permettant de nous écouter et nous filmer dans le cas d'une enquête.
C'est une disposition qui a été censurée par le Conseil constitutionnel il y a quelques semaines. Les algorithmes et le data mining qui sont utilisés par Bercy dans le cadre du contrôle fiscal, c'est également un sujet qui a donné lieu à une observation de la part de la Cour des comptes qui condamne l'absence de transparence sur le pourquoi et comment de ce contrôle et en vertu de quels risques. Nos PME, ils sont eux-mêmes objets de cyberattaques, notamment par cette ransomware connue sous le nom de Lockbit, plus d'une soixantaine de cyberattaques recensées par l'ANSSI en France, dont notamment l'incident notoire donc, de l'hôpital Corbeil-Essonnes, où plus de 10 millions ont été demandés à titre de rançon, ou encore, juste en dernier lieu, une cyberattaque du conseil départemental du Loiret. En rappelant que le rançongiciel encrypte les données qui ne sont donc plus accessibles pour l'entreprise et avec le risque que si l'entreprise décide de ne pas payer, mais je sais que Laurent nous parlera longuement de ça après, il y a un risque que ces données puissent se retrouver sur le dark web et ensuite revendues. Il y a bien des prix sur toutes ces données. Nos données encore Linky, reprise par Total Energy avec son service Smart Report TIC, au nom donc de ce qu'on appelle l'effacement énergétique, donc le pilotage optimal de l'énergie. Et donc, dispositif qui va être mis en place par une simple mise à jour de l'application et modification des conditions générales d'utilisation. Autrement dit, à notre insu. Panne nationale des moyens de paiement en octobre 2023 dans les enseignes Carrefour, Darty, Leroy Merlin, Auchan, Monoprix, SNCF, Ikea, McDonald's, en raison d'un incident technique. Votre compte Google suspendu à la suite d'un contenu prétendument malicieux relevé par l'algorithme. Si votre compte Google est suspendu, il vous sera impossible d'accéder à votre mail, votre email, sans doute à votre calendrier, à tous vos documents sur votre Google Drive et à toutes les applications qui utilisent le compte Google. Vous voilà donc un banni numérique. Non, ce n'est pas de la science-fiction. Nous voilà entrés de plein pied dans l'ère et l'économie numérique, embarqués dans nos écosystèmes numériques et au-devant de tous leurs défis juridiques et sociétaux. Et nous avons un panel d'experts de grande qualité ce soir pour nous parler de ces sujets. En premier lieu, je présenterai Myriam Kermener, qui est docteur en droit, magistrate détachée auprès de l'Agence nationale numérique, l'Agence numérique en santé, en tant que directrice et DPO, et qui est l'auteur de l'ouvrage qui a inspiré l'intitulé de notre conférence. Son ouvrage s'intitulant « Écosystème numérique, défis juridiques et sociétaux ». À côté, je présenterai donc Laurent Verdier, directeur du pôle sensibilisation de cybermalveillance.gouv.fr, dont il nous en parlera longuement tout à l'heure. Emmanuel François, qui a acquis une expérience dans le domaine notamment des bâtiments intelligents, en ayant mis au point un référentiel clé dans le cadre du Smart Building Alliance, avant donc de présider le Data Governance Alliance for Smarter Citizens, ou DG4SC, qui donc a pour ambition de traiter des questions de la gouvernance des données et qui a été pilote pour la réécriture des droits de l'homme et du des citoyens à l'ère numérique, avec une charte Data for You dont il nous parlera peut-être tout à l'heure lors de sa présentation. Enfin, non des moindres, Dominique Roche, président de EG4U, ONG européenne des utilisateurs privés et publics des technologies d'information et communication. Merci à vous d'être là.
Alors, nous allons commencer dans le vif du sujet avec Laurent et Myriam. Et ma première question, alors, je pose des questions denses, un peu en rafale. J'espère qu'ils pourraient piquer un peu. Mais l'idée est de laisser à nos intervenants ensuite le loisir de les développer à leur guise, évidemment, hein, en géométrie tout à fait personnelle et variable. Alors, sur les questions de cybersécurité, qui est quand même une préoccupation majeure de nos PME, de malveillance et de criminalité numérique, je vais donc me tourner vers Laurent et Myriam. Et Laurent en premier lieu, qui gère ce site malveillance.gouv.fr. Laurent, comment observer et repérer ce risque juridique et numérique? Comment est-ce qu'on décèle les menaces? Est-ce qu'il y a un parcours pour les victimes? Comment est-ce qu'on gère la situation d'être une victime d'une cyberattaque? Comment est-ce qu'on gère une cyberattaque tout court? Quid des assurances cybersécurité ou des technologies qui peuvent déjouer ces risques? J'ai lu sur le site que près de 9 Français sur 10 déclarent avoir été confrontés à une malveillance informatique. Donc, je pose une petite pique. Est-ce que ce n'est pas une mission quasi impossible? Bonsoir à toutes et à tous. Tout d'abord, très content d'être parmi vous ce soir. Un double titre. Le premier, c'est que nous avons été invités au niveau du dispositif national de sensibilisation, de prévention et d'assistance aux victimes de cybermalveillance à cette table ronde, et je remercie grandement l'organisation Sinov Digital. Donc c'est un grand plaisir d'être présent ce soir pour un membre, parce que nous sommes un groupement d'intérêt public fort de 62 membres aujourd'hui, et être à leur côté, enfin ces membres forment le dispositif, participent à notre gouvernance, et donc pour nous c'est un honneur d'être là parmi vous ce soir. Et le deuxième, c'est d'être à côté de Myriam Kemener, magistrate que je connais depuis quelques années maintenant et pour qui j'ai un immense respect, tout simplement parce qu'elle a été la pionnière, parmi les premiers, si ce n'est la première, à parler des enjeux du numérique et de la cybercriminalité dans le domaine judiciaire et juridique. Et je lui rends vraiment hommage parce que pour moi, c'est aussi un honneur d'être là. Les cybermalveillances, vaste sujet aujourd'hui. Très très rapidement, je rappellerai ce que nous sommes et surtout à partir de quel besoin opérationnel nous avons été créés. Cybermalveillance.gouv.fr, c'est une grande aventure qui a débuté en octobre 2017, il y a 6 ans, un peu plus de 6 ans maintenant. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il y avait, si vous me passez l'expression, un énorme trou dans la raquette à l'époque en matière de protection pour 3 types de publics. Les particuliers, les PME, les TPE, et les collectivités territoriales, et ceci pour 3 missions essentielles. La première, vous l'avez évoqué, Kézy, c'est celle de l'assistance. Procurer de manière immédiate, en ligne, une assistance qui va permettre à une victime issue de ces publics de comprendre ce qui est en train de se passer, de se voir adresser un ensemble de recommandations d'urgence, alliées à des propositions d'orientation vers des plateformes dédiées à la cybermalveillance qui a été diagnostiquée, et enfin, si elle le souhaite, rentrer en contact avec l'un de nos 1200 prestataires informatiques référencés sur la plateforme afin d'obtenir une assistance et une remédiation immédiate. Donc ça, c'est vraiment la mission clé, j'ai envie de dire, du dispositif. Deuxième mission, pour laquelle on est un petit peu plus connu aujourd'hui, concevoir et mettre à disposition complètement gratuite de ces publics des contenus en matière d'information des menaces, de définition des menaces et des outils de sensibilisation. Et enfin, troisième mission, qui vient un peu boucler ce cercle vertueux, fort des parcours d'assistance, fort des consultations d'articles et de téléchargement d'outils sur la plateforme, observer le risque numérique, remonter ces éléments à nos autorités pour mieux orienter les politiques publiques menées dans ce domaine-là. Alors que percevons-nous en matière de cybermalveillance ciblant les entreprises plus particulièrement, avec près de 925 000 parcours d'assistance victime réalisés, dont 280 000 pour la seule année 2022. C'est vrai qu'on perçoit vraiment ce qui se passe aujourd'hui, ce qui impacte ce qu'on appelle nos publics professionnels, plus particulièrement PME, TPE. Le risque majeur aujourd'hui, c'est l'hameçonnage. Ce faux mail, ce faux SMS, ce faux appel téléphonique, par le biais duquel un interlocuteur va se faire passer pour un interlocuteur de confiance, une connaissance, et va vous demander des informations confidentielles, un couple identifiant mot de passe,
de lui transférer également un document financier interne, ou encore il va vous faire cliquer sur un lien qui va vous envoyer sur un site malveillant, vous faire remplir un formulaire bidon, communiquer des informations importantes qui vont être derrière immédiatement recyclées et quasi immédiatement réutilisées par les attaquants. Donc ça, c'est vraiment pour nous le risque majeur. Alors ce qui est intéressant, c'est que pour les PME, les TPE, depuis 2020, année charnière, puisqu'elle a été marquée, comme vous le savez bien, par les confinements qui ont marqué cette période-là, nos activités numériques ont radicalement changé. Et en 2020, pour les entreprises, ce sont les rançongiciels, les ransomware, et depuis cette date, c'est vraiment cette menace qui était la plus prégnante. Alors en 2022-2023, on n'a pas noté un arrêt de la menace des ransomware, loin de là. Et on confirme dans ce sens les observations de l'ANSSI, l'autorité nationale, qui observe un ralentissement de la progression. Donc les rançongiciels pour les entreprises, les PME TPE, à notre niveau, sont sur la 3e marche du podium, sachant qu'un mail d'hameçonnage peut être une entrée potentielle, une porte d'entrée potentielle pour l'installation d'un rançongiciel sur votre système d'information. La deuxième menace, dont j'ai évoqué la première, la troisième, il me manque la deuxième. La deuxième, c'est ce qu'on appelle le piratage de comptes en ligne. Vous le savez bien, nous avons démultiplié les accès, les services, l'accès à des comptes bancaires en ligne notamment. Et nous ne protégeons ces espaces et ces accès qu'avec des mots de passe trop facilement devinables, trop faibles, ou alors un mot de passe fort, mais que nous allons utiliser pour l'ensemble de ces services. C'est dire que si les attaquants se procurent d'une manière ou d'une autre ce mot de passe, même fort, ils ont entre les mains l'intégralité de l'activité, de nos activités numériques et de nos identités numériques. Menace que nous percevons également en augmentation pour 2022-2023, et je vais vous faire sourire parce que je pense que vous la connaissez bien, ce qu'on appelle les faux ordres de virement, qui ont toujours existé, bien entendu, mais qui connaissent une augmentation significative, notamment grâce au piratage de comptes en ligne. Puisqu'on va parvenir à pirater le compte d'un professionnel et on va adresser des fausses factures ou des faux relevés d'identité bancaire à tous ses contacts ou à ses clients. Donc derrière, effectivement, falsification et paiement indu sur des comptes tiers qui ne sont pas celui de l'entreprise. Donc voilà, ça c'est vraiment important. Quelque chose à signaler par rapport aux particuliers. Deuxième menace qu'on identifie pour les particuliers, vous allez comprendre pourquoi je l'évoque ce soir, c'est ce qu'on appelle la violation de données. Alors ça rentre un petit peu dans la sphère de nos échanges ce soir. Tout simplement, il est important de noter qu'aujourd'hui, les particuliers signalent et viennent en tout cas chercher ou trouver de l'assistance sur cybermalveillance.gouv.fr suite à ce qu'ils appellent eux, ce qu'ils qualifient sur le moment, à une violation de données. Donc, atteinte à la confidentialité, à l'intégrité ou à la disponibilité de données à caractère personnel ou financière. Et là, le problème, je le renverse, parce que dans de nombreux cas, malheureusement, c'est parce que les données qu'ils ont confiées à des professionnels ont été récupérées après un piratage du système d'information de l'entreprise ou du site web concerné. Et donc là, pour le coup, c'est le propriétaire de ces données qui est victime, puisque l'entreprise est victime d'un piratage informatique. Alors voilà, là c'est vraiment l'état des lieux global que nous percevons. Et par rapport à cet état des lieux, bien entendu, nous avons conçu et mis en ligne tout un tas de ressources destinées aux chefs d'entreprise au travers de 3 axes majeurs. Le premier, c'est être alerté. Le second, c'est se documenter et s'informer, connaître les cybermenaces. Et le troisième, c'est être accompagné par un professionnel à l'expertise vérifiée. Sur le premier axe, nous diffusons très régulièrement, par le biais d'un dispositif qu'on a mis en place avec l'ANSSI, CPME, le MEDEF, CCI, l'UDP, pour les artisans et les commerçants de proximité, un dispositif Alerte Cyber destiné à informer un chef d'entreprise de l'existence d'une vulnérabilité en matière de sécurité, bien sûr sur un logiciel grand public. Et le but n'est pas de le laisser dans le noir, d'éteindre la lumière et de lui dire maintenant c'est la panique à bord, mais c'est également de lui donner un certain nombre de recommandations, notamment en matière de mise à jour et d'application de patch de sécurité. Et ce dispositif, on en est à notre 15e alerte aujourd'hui. Et nous souhaitons qu'il aide vraiment aujourd'hui les chefs d'entreprise à mieux être au courant de ce type de vulnérabilité critique. Pour tous nos publics, nous publions très régulièrement des alertes sur nos réseaux sociaux, notamment sur les mises à jour. Je me permets d'insister très lourdement.
pas de sécurité numérique nominale sans la mise à jour des logiciels et des plateformes et des systèmes d'exploitation que vous utilisez, aussi bien sur votre réseau, sur vos serveurs, sur vos postes de travail, mais également sur nos fameux doudous numériques, nos téléphones portables, que nous avons aujourd'hui tendance à négliger en matière de bonnes pratiques et de mise à jour, notamment en matière de cybersécurité. Ça, c'est très important. Deuxième axe, offrir aux chefs d'entreprise des outils méthodologiques lui permettant d'appréhender la cybersécurité, non pas sous un angle technico-technique, mais un axe stratégique d'impulsion par rapport à son entreprise. Et pour nous, c'est très important. Il n'est pas question de faire de vous des spécialistes de la ligne de programmation, mais simplement de porter à votre connaissance les enjeux aujourd'hui par rapport à une économie qui se numérise, qui se digitalise énormément, par rapport à votre activité, à votre entreprise, et surtout vous indiquer par où les attaquants passent et quelles méthodes ils utilisent pour justement vous attaquer. Alors ça, on peut le retrouver au travers de fiches qu'on a créées ou d'affiches à punaiser sur les murs, les premiers réflexes en cas de cyberattaque. On a également produit un guide avec BPI France destiné justement à mettre en évidence et en perspective le risque numérique aujourd'hui associé à l'activité professionnelle avec les attaques les plus courantes, les réactions en cas de cyberattaque, la valeur de l'entreprise vue avec le prisme du risque numérique. Et enfin, dernier axe, l'information, la sensibilisation. S'informer, c'est pas, et je le répète, ce n'est pas devenir un technicien. S'informer, et vous pouvez venir le vérifier sur tous nos contenus et nos articles, nous rédigeons tous ces contenus dans un langage accessible, sans acronyme, sans anglicisme, sans nom de technologie. Nous voulons nous adresser à tout le monde, dont bien entendu les chefs d'entreprise. Le plus important à notre niveau est que cette compréhension puisse s'enraciner et vous aider à prendre des bonnes décisions en termes de stratégie d'entreprise et de visibilité pour votre activité. Et en matière de sensibilisation, nous publions très régulièrement des fiches mémo, des fiches réflexes, des infographies, le kit de sensibilisation qui est à votre disposition. Et à partir de janvier prochain, nous allons mettre en ligne notre e-sensibilisation sans cyber qui va vous permettre j'ai envie de dire, dans une optique dynamique, interactive et attrayante, de pouvoir vous sensibiliser aux principales menaces, aux principales bonnes pratiques, parce que c'est important de les associer aux menaces et aux risques, et enfin, de pouvoir vous permettre à votre tour de devenir un relais de ces bonnes pratiques pour votre entourage dans une sphère privée, mais également une sphère professionnelle. Voilà pour l'essentiel de ce que nous percevons et de ce que nous proposons gratuitement à tous nos publics. Pas du tout mission impossible. Merci beaucoup, Laurent. Myriam, alors, j'avais besoin de poser cette question sur la question de la libre circulation de données qui est nécessaire à notre économie et comment on va concilier cet impératif de libre circulation avec des questions de confidentialité, de protection de données personnelles et des droits fondamentaux des citoyens et des entreprises. J'avais une deuxième question, je l'ai fait un peu en rafale, sur les rôles et répartitions de rôles. On a parlé de l'ANSSI, etc., entre l'État, les différentes autorités administratives, tout le monde connaît la CNIL, etc., et les juridictions, et quelles sont les conséquences pour les acteurs économiques. Et ma petite pique, c'était, est-ce qu'on peut dire qu'il y a un vrai consentement éclairé à cette collecte colossale de données personnelles aujourd'hui? Bien, merci pour ces questions. Bonsoir à tous. Je voudrais tout d'abord vous remercier, Monsieur le Président du CINOV, d'avoir organisé cet événement et également remercier Monsieur Gély, que j'ai eu l'occasion de rencontrer il y a déjà plusieurs mois à la Maison de la Chimie. Et donc, on a échangé régulièrement et aujourd'hui, cet événement s'est concrétisé et c'est aussi faire vivre mon ouvrage. C'est vrai que
s'aventurer, je dirais, sur des sujets un peu nouveaux au niveau de l'institution judiciaire. C'est pas forcément évident. Donc, ça fait une vingtaine d'années que je m'intéresse à ces sujets, au début un peu par hasard. Et donc, c'est maintenant mon fil rouge. Et je me suis mis à vouloir laisser des traces, donc à écrire. Et c'est vrai que ce soir, je me dis, au moins mon petit ouvrage, je pense que bon, d'ailleurs mon éditrice est présente ce soir, mon petit ouvrage est bien vivant. Et puisque donc vous avez repris le titre d'écosystème, hein, qui a d'ailleurs interrogé l'éditeur. C'est vrai que l'écosystème, c'est un terme qui peut recouvrir pas mal d'aspects et qu'on vient de le définir, mais on est bien dans un écosystème. Alors pour répondre à vos questions, déjà sur l'aspect cybersécurité, Laurent a quasiment tout dit, mais je parlerai des institutions et du rôle, parce qu'on sait très bien que on a tendance un petit peu, assez souvent d'ailleurs, à critiquer la lenteur de la justice, l'absence de réponse, etc., l'absence de texte, et que nous sommes en retard par rapport à nos voisins, ce qui me semble faux, mais bon, parfois on peut avoir des problèmes de communication. Alors c'est vrai que pour la circulation des données, c'est tout à fait fondamental. Maintenant, on est dans un univers tout à fait numérique, et il faut à la fois, c'est des leviers économiques, et en même temps il y a des risques, hein, que tu viens de largement souligner. Donc il faut trouver un équilibre, c'est où est-ce qu'on place le curseur entre cette circulation des données, cette protection des consommateurs et des utilisateurs de ces données, et éviter évidemment de se les faire dérober. Donc le législateur a répondu à l'ensemble de ces enjeux par, bon, vous connaissez tous le RGPD, hein, on a l'impression qu'avant le RGPD il n'y avait rien, alors qu'il y a des textes beaucoup plus anciens, la loi de 78, la loi du 5 janvier 88 qui a survécu au temps et qui permet de réprimer la plupart des atteintes au système, hein. D'ailleurs souvent on a une atteinte au système et également un vol de données, enfin une extraction de données. Donc, on a un arsenal assez complet, reste évidemment à le mettre en œuvre. Vous parlez, alors je vais répondre en, je dirais, mêlant les deux questions, hein, puisque par exemple, pour faire la circulation des données, la préservation des données, évidemment, vous citiez la CNIL, qui est la vigie de la protection des données personnelles, hein, donc la CNIL est tout à fait fondamentale et accompagne les entreprises, notamment dans la mise en conformité au RGPD. Hein, donc il y a eu aussi beaucoup d'efforts, hein, sur les sites, sur des documents pédagogiques aussi qui rejoignent. D'ailleurs, il y a des connexions. Vu de l'extérieur, on pense que cet écosystème est un petit peu nébuleux. En fait, il y a de plus en plus une articulation entre l'ensemble des acteurs. Hein. La CNIL, évidemment, par exemple, il peut y avoir en cas de cyberattaque une double notification. C'est-à-dire notification à la CNIL pour le vol, enfin la fuite de données, et parallèlement, quand il y a une atteinte au système, évidemment, l'ANSSI doit être avisé. Donc, toutes ces structures se coordonnent. C'est vrai que vous allez peut-être vous dire aussi, même moi, avant de rejoindre l'Agence numérique en santé, je connaissais assez mal cette structure. Donc, en fait, on peut dire que cette agence, elle travaille d'ailleurs avec la CNIL, avec l'ANSSI, avec l'ensemble des acteurs, mais plus spécialisée sur ces données particulièrement sensibles qui sont les données de santé, aussi bien des données des patients que l'ensemble des acteurs de santé. Donc, on voit bien que ces institutions se coordonnent. On a les services d'enquête, police, gendarmerie, douane, qui de plus en plus créent des départements. C'est vrai que notre soirée est tout à fait d'actualité. Les services de police, gendarmerie viennent de se restructurer
pour être encore plus efficace avec la création d'un OFAC, enfin un office, le sigle est plus lisible que le précédent OCCTIC. Donc, ces différents services, pour faire simple, sont en fait les fournisseurs de l'institution judiciaire. Donc, ça pose la question du signalement, du dépôt de plainte. Il faut que la justice soit au courant et par le biais des plaintes ou des signalements qu'il y a eu des violations de données ou des cyberattaques. C'est tout à fait essentiel que l'ensemble des acteurs, et particulièrement le monde de l'entreprise, surtout qu'on est dans un contexte quand même déstabilisant actuellement. On est dans une crise, évidemment l'inflation, une crise géopolitique qui nous remet vraiment en cause. Donc c'est d'autant plus essentiel pour les entreprises, pour que l'économie continue à tourner, de préserver son patrimoine informationnel. Et ça, c'est tout à fait essentiel. Et malheureusement, un certain nombre d'entreprises ont été même en règlement judiciaire suite à des cyberattaques de taille. Il y a des enjeux, évidemment, vous avez cité aussi les hôpitaux, il y en a toute une série, à tel point que nous avons un programme CARE de cybersécurité qui est en train de se mettre en place pour accompagner les hôpitaux, parce que ça peut même aboutir à des morts, des patients qui n'auraient pas été pris en charge efficacement. Et le législateur, d'ailleurs, récemment, a introduit une notion de circonstances aggravantes quand une cyberattaque donc met en péril la vie d'autrui. Donc c'est tout à fait fondamental. Donc évidemment, nous sommes dans un écosystème au niveau à la fois des textes qui sont en pleine évolution. On parlera peut-être bien sûr, il y a le RGPD, mais il y a Nice en matière de cybersécurité. Je pense à Nice 2. Il y a une dynamique européenne, DSA, DNA, MICA, enfin, il y a un tas de textes. Le problème, c'est leur mise en œuvre. Donc, à mon sens, il faut renforcer une véritable politique publique et une politique pénale en la matière. Au niveau judiciaire, moi, j'ai quelques années d'ancienneté dans la magistrature, beaucoup même, et j'ai vu ce glissement aussi de la délinquance vers le numérique. Il n'y a pas cette confrontation auteur-victime. Vous pouvez commettre une cyberattaque à l'autre bout du monde dont les effets vont se faire sentir, par exemple en France, et le temps que les délinquants sont localisés, il y a de la marge, donc dépérissement des preuves, problème de coopération internationale qui se renforce, mais il y a encore une marge de progression. Moi j'ai été encore récemment à la Cour d'appel de Paris où on centralise les affaires à Paris, donc à dimension internationale, qui nécessitent des investigations qui sont complexes, qui mettent en marche aussi, par exemple, Europol, Interpol, pas que des structures nationales. Et on aboutit à l'interpellation d'un certain nombre d'auteurs. Alors, on peut dire c'est une goutte d'eau dans la masse, mais les délinquants quand même suivent au plus près l'actualité judiciaire, donc c'est quand même des avancées significatives. On peut toujours faire mieux. Je pense la meilleure solution, évidemment, c'est éviter les procédures et anticiper ces risques numériques par tout ce qui se fait, la prévention, la sensibilisation, et il y a un travail énorme qui est fait au niveau étatique, mais qui est encore un peu méconnu, et il faut aussi renforcer les moyens pour accélérer aussi le traitement des procédures. Ça aussi, moi je suis même en matière pénale, pourquoi pas un référé pour faire justement traiter en priorité les affaires liées aux atteintes au système de traitement automatisé de données ou de collecte illégale, etc. Alors, au niveau arsenal législatif, on n'est pas du tout en retard. On est même, d'ailleurs, beaucoup de pays étrangers s'inspirent de nos législations. Le problème, c'est la mise en œuvre, les moyens, et c'est sûr qu'il y a aussi une difficulté, c'est que le numérique démultiplie
vous aviez 1 ou 2 escroqueries, là vous en allez avoir 100 par jour et c'est âgé continu, donc il y a une industrialisation de la délinquance et ça pose quand même de grosses difficultés, donc il faut se sensibiliser, s'informer. Vous parliez, il me semble aussi de la blockchain qui peut être aussi un moyen de sécuriser les transactions et donc sécuriser la preuve, apporter des éléments. Bon, évidemment, les délinquants, qu'est-ce qu'ils font? J'avais écrit aussi sur les innovations numériques et s'engouffrent dans toutes ces innovations numériques qui sont plus ou moins réglementées. Hein. C'est clair qu'on a beaucoup d'affaires, sans diaboliser les cryptoactifs, on a beaucoup d'affaires où c'est pas le cryptoactif en eux-mêmes, mais par exemple, c'est les plateformes qui vont être piratées. Évidemment, c'est des préjudices qui sont énormes, mais nous avons, d'ailleurs, l'affaire va être jugée en 2024, ce qui est quand même assez récent, parce que l'interpellation est d'un an à peu près, un homme d'affaires qui commercialisait, je peux en parler même si l'affaire n'est pas jugée, puisque la presse en est fait largement l'écho, hein, cette affaire Sky ECC, où un homme d'affaires commercialisait des applications hyper chiffrées qui permettait de contourner les services d'enquête. Et donc, il y a eu énormément d'entreprises victimes de ces agissements hein, et même des affaires de trafic d'envergure, y compris des affaires d'assassinat. Donc, je pense que la lutte contre la criminalité numérique, qui est une délinquance financière, devrait être une priorité véritablement de politique pénale. Voilà quelques éléments et je répondrai volontiers à vos questions. J'insiste un petit peu, Myriam, je m'excuse, hein, sur le consentement éclairé. Parce que alors c'est vrai qu'en théorie, bien sûr, consentement, voilà, mais bon, quand vous avez X pages de conditions d'utilisation, le consentement éclairé ne l'est pas toujours. Nous faisons le clic, et le clic, c'est votre consentement. Je pense que tout le monde en a conscience aujourd'hui, mais on n'a absolument pas du tout la compréhension, souvent, de la portée de notre consentement. Et donc, je pense que la manière dont le consentement est accueilli est vraiment à revoir. Oui, complètement. Il y a beaucoup de notions, enfin pour terminer, mais pour aller dans le même sens que vous, je pense aussi à des notions, par exemple, quelqu'un est mécontent de son éditeur, veut récupérer ses données. On est confronté à ce problème là au niveau de l'agence. Il y a tout un débat sur la portabilité des données, la réversibilité des données. Certains éditeurs facturent, est-ce qu'ils peuvent facturer, etc. Il y a un débat. Il y a même des problèmes de compréhension de certains texte entre cette distinction subtile entre c'est un particulier qui peut réclamer ces données, donc là on est dans le cadre de la portabilité des données, alors que au niveau des entreprises c'est dans un cadre contractuel et donc là c'est la réversibilité. Alors j'essaie d'expliquer ça à des non-juristes, ce n'est pas évident. Alors il y a aussi cette spécificité liée au numérique, c'est qu'on doit travailler sans être vraiment technicien, c'est vraiment travailler avec toutes sortes de métiers. Voilà, donc il faut décloisonner et ça demande parfois un petit effort. Hein. Moi, je vais voir des éditeurs, des entreprises, des start-up pour voir un peu comment ça marche. Et il faut que le juriste se familiarise avec ça. Enfin, c'est pas plus compliqué que d'autres contentieux un peu techniques. Je me déplace pour que je puisse voir nos intervenants de l'autre côté. Alors, on va parler donc d'un défi plutôt économique aujourd'hui, et je me tourne vers Emmanuel François pour parler un peu des silotages des écosystèmes, de l'appropriation des données, et des questions qui sont posées sur la répartition de la valeur et la mise en place de nouveaux modèles économiques qui sont induits par ces écosystèmes numériques. Alors, ma question est plus simple ici, mais beaucoup plus générale. Emmanuel, est-il possible de prendre en main son avenir numérique ? Première question. Deuxième question, comment gérer les questions de l'impact environnementale posée?
Je pose une question, je ne sais pas si vous le savez ce que c'est, mais qu'est-ce qu'un coma numérique? On n'arrête pas de parler des comas numériques, on parle de data space aussi. Pourquoi avons-nous besoin d'un coma numérique, par exemple? Merci Didier, merci Fabrice pour cette invitation. Je suis très honoré d'être ici au titre de président de la Data Governance Alliance que j'ai cofondée il y a seulement 5 mois. Avec cette vision que la donnée est au cœur de notre société et au cœur de la gouvernance de notre société, des enjeux de gouvernance de notre société. En fait, on va inéluctablement, qu'on le veuille ou pas, vers un monde hyper connecté. Beaucoup vous diront, mais est-ce que c'est nécessaire? Ça consomme de l'énergie. Il y a ces problèmes de cybersécurité, de liberté, d'éthique. Mais en fait, voilà, la réponse que je fais, et même si on est dans une impasse, il faut le savoir, c'est qu'on est bientôt 10 milliards d'habitants, et à 10 milliards, on ne peut pas gérer de manière, au niveau société, les enjeux qu'on a de vie en société sans le numérique. Ce n'est pas possible, c'est juste impossible. Et donc, il faut faire avec. Alors, le numérique, ça n'a que 40 ans. C'est rien par rapport à l'échelle de l'humanité. Mais on va vers ce monde hyper connecté où tout individu, tout bâtiment, toute infrastructure, toute mobilité, tout citoyen sera connecté, est connecté et interagit en temps réel. Interagit en temps réel, c'est fondamental. Alors vous allez me dire, mais la donnée dans cette histoire, eh bien la donnée, effectivement, on est resté aujourd'hui sur des modèles très traditionnels, très verticaux, parce que notre société est organisée de manière silotée. On a des ministères, X ministères. Je ne vais pas faire comme le président argentin qui enlève tous les ministères. Mais c'est vrai que ça peut être une anecdote qu'on peut effectivement s'interroger, parce qu'effectivement, l'organisation de notre société est en silo. Et si on parle du bâtiment, de la ville, ou de l'organisation même d'une ville, elle est en silo. Il y a l'éclairage, la sécurité, il y a le chauffage, l'énergie, l'eau, l'assistance aux personnes dépendantes, etc., etc. Et alors que la donnée, puisqu'on dit que la donnée, effectivement, est au cœur des sujets, elle est inodore. Elle n'a pas d'appartenance. Et ce que je vous dis ici, c'est fondamental. Parce que ça remet en cause l'ensemble des modèles d'affaires qui existent aujourd'hui et qui régissent l'économie mondiale et aussi l'organisation de notre société. C'est également, ça remet en cause les organisations professionnelles qui sont derrière ces modèles d'affaires. Il faut le savoir. Et aujourd'hui, c'est un vrai sujet. Parce qu'en fait, chacun va essayer de défendre son intérêt, sa donnée, en disant que c'est ma donnée. C'est la donnée du monde de l'électricité, c'est la donnée du monde de la santé, c'est la donnée du monde de l'eau. Alors qu'en fait, cette donnée, elle est inodore. Je vous donne des exemples. Donnée d'un compteur d'eau, elle peut être utile pour l'énergie et vice-versa. La donnée de santé, elle peut être utile pour plein d'autres sujets. La donnée d'un détecteur de présence pour la sécurité peut être utile pour le chauffage, pour l'éclairage, pour plein d'autres choses. Or, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Puisqu'on est encore organisé en silo, chacun y va de son infrastructure, de ses capteurs, de ses actionneurs, de ses systèmes de gestion des données en silo, en disant je capte les données et comme ça je serai le maître du monde ou le maître de mon environnement. Or, comme l'a dit Myriam, on parle d'écosystème, on fait tomber tous les silos. Et donc ça fait remettre en cause l'ensemble des modèles. Alors maintenant vous allez me dire, mais qu'est-ce qui se passe? Comment les sociétés réagissent? Eh bien, regardez autour de vous. Les sociétés, elles n'ont plus qu'un seul mot à la bouche, SaaS, Software as a Service. Ils s'en foutent complètement si c'est une bagnole, si c'est un bâtiment, si c'est que sais-je. Ils veulent la donnée et faire du business autour de la donnée. Carlos Tavares, au CES, a dit « Je veux faire l'année prochaine, ou dans 2 ans, 3 milliards de chiffre d'affaires uniquement sur la donnée. »
la donnée qui vient des véhicules. Mais comme l'a dit Casey, cette donnée, elle appartient à qui? On est sur de l'usage de la donnée, sur de l'appropriation de la donnée. Et donc, est-ce que Carlos Tavares a le droit de vouloir faire 3 milliards exclusifs de chiffre d'affaires sur des données qui viennent de véhicules qui ont été payés par des personnes? C'est fondamental. C'est comme si moi, aujourd'hui, je disais, je prends une photo de monsieur et je dis, la photo m'appartient. Ah non, c'est ça, son visage. C'est mon appareil photo, mais c'est son visage. Elle ne m'appartient pas. Pareil pour une sonde de température. Si je m'appelle opérateur énergétique, je mets une sonde de température pour faire de l'effacement énergétique. Est-ce que cette donnée m'appartient? Bien sûr, j'ai payé la sonde de température, mais cette sonde de température, elle est dans un espace. Cet espace, il ne m'appartient pas. Et il y a quelqu'un qui y vit, et qui vit. Et qui donc, la donnée, elle est liée à cette personne. Et donc, forcément, on ne peut pas imaginer que cette donnée, elle appartienne à une seule personne, comme le dit Casey. La donnée, il n'y a pas de propriété de la donnée, c'est très complexe. Et donc, il faut aller vers d'autres modèles autour du partage de la donnée et des modèles de partage de la valeur sur l'usage de la donnée. Alors, ce que je viens de vous dire, c'est une vraie révolution. C'est une vraie révolution. Et c'est pour ça que j'ai quitté l'ancienne organisation où j'étais, parce que j'ai compris que je me heurtais à de grands lobbies qui ne voulaient surtout pas que la donnée soit partagée. Je ne dis pas qu'on la partage gratuitement, mais même gratuitement, ils ne voulaient pas. Ou ils étaient plutôt opposés. Néanmoins, je dis aujourd'hui, c'est inexorable. Pour 3 raisons. Premièrement, économiquement. On va pas, effectivement, ça coûte trop cher de multiplier le nombre d'équipements, le nombre d'infrastructures. Donc, effectivement, il faut aller vers une mutualisation des infrastructures, des équipements, pour avoir une donnée qui va être utilisée par l'ensemble des acteurs intéressés. Un enjeu environnemental. Et là, alors là, il n'y a pas photo et c'est juste impossible. Je vous donne un exemple. Si dans chaque pièce de chaque bâtiment, on met 3 détecteurs de présence, un pour l'éclairage, un pour la sécurité, un pour le chauffage, et qu'on multiplie ça par le nombre de pièces qu'il y a dans le monde entier, eh ben c'est juste impossible. On ne pourra pas, on n'aura pas de ressources pour le faire. Et c'est juste un exemple. Parce que je vous donne le détecteur de présence, c'est les sondes de température, c'est tout. Et donc on voit bien qu'aujourd'hui, il y a un problème de ressources environnementales. Enfin, il y a une problématique organisationnelle et juridique, puisqu'en fait, on a de la donnée, mais qui va gérer cette donnée? Quelle organisation? Certains vous diront, moi, région d'Île-de-France, je suis la meilleure placée pour gérer la donnée de tous les citoyens. Je vous dis ça parce que c'était effectivement une discussion que j'avais eue. Et je dis, mais attendez, demain, si la région Île-de-France change de bord politique, et alors, qu'est-ce qu'on fait? Ah, bah écoutez, non, mais c'est une organisation externe. Mais je dis non. Donc on voit bien qu'on a un vrai enjeu. Et à l'échelle d'un bâtiment, à l'échelle d'un quartier, à l'échelle d'une ville, on a ce même enjeu. Qui va gérer les données communes? Et quel cadre juridique? La porte est ouverte et en fait, il faut réécrire l'histoire. Il faut réécrire l'histoire et cette histoire, elle commence il y a 5000 ans. Vous allez me dire, qu'est-ce qu'il dit là? Eh bien oui, il y a 5000 ans, on a inventé l'écriture. Et c'est la société dans laquelle on vit encore. La société de l'écriture, du dogme de l'écrit, qui a donné la démocratie, le droit, les mathématiques, les modèles économiques qu'on a aujourd'hui. Une société qui est plutôt bien organisée, assez figée et bien régulée. Bien entendu, je fais une parenthèse tout de suite, c'est aussi même les religions qui sont là, les religions de l'écrit qui sont un ciment de notre société. Or, aujourd'hui, on est dans un monde de l'instantanéité, un monde de la fluide, où effectivement, ce qui est écrit ou ce qui est dit aujourd'hui, à l'instant, peut changer. En fait, c'est le monde du numérique. Et c'est complètement différent. C'est un autre monde. Et donc, il faut changer complètement les modèles autour de cette révolution civilisationnelle qu'on est en train de vivre. Donc, 40 ans, l'histoire du numérique, par rapport à 5000 ans, c'est juste rien.
Et c'est juste rien par rapport à ce qui nous attend demain. Et donc, il faut oser dire que le système tel qu'il est aujourd'hui n'est peut-être pas le système que nous, citoyens du monde, nous souhaitons. Et je vais vous dire pourquoi. Pourquoi? Parce qu'en fait, on voit bien qu'aujourd'hui, on est dans une impasse autour de cette gouvernance des données, autour de l'utilisation des données. Il faut effectivement renverser la table, avoir un changement à 180 degrés. Et je vous donne des exemples très concis. Et vous allez me dire, mais il exagère. Parce qu'en fait, en France, je pense qu'on a mis les choses à l'envers sur notamment la numérisation du bâtiment. On a demandé à tous les acteurs de services d'apporter leur propre infrastructure numérique. Quand je dis on, c'est le gouvernement, l'État, pour connecter leurs équipements. Les compteurs électriques, le compteur d'eau, compteur de gaz, l'ascenseur, les systèmes de supervision, de sécurité, de vidéosurveillance. Chacun, même maintenant, c'est les bandes de recharge. Chacun y va de son équipement avec sa connectivité. Et la semaine dernière, le décret sur les thermostats, qui encourage les thermostats connectés. Mais il faut arrêter, excusez-moi, les conneries. Parce qu'en fait, c'est complètement contre ce que je viens de vous dire. Pas économique, pas écologique. Et il y a une problématique de gouvernance des données. Ces données, elles partent dans le cloud d'opérateurs et vous ne perdez la maîtrise de vos données. Et donc, vous, citoyens, vous n'avez pas maîtrise de vos données. Vous, gestionnaires de bâtiments, vous n'avez pas la maîtrise de vos données. Vous, collectivités, vous n'avez pas la maîtrise de vos données. Vous, entreprises, vous n'avez pas la maîtrise des données. Il faut faire à l'envers. Par exemple, à l'échelle du bâtiment, c'est mettre en place une infrastructure numérique, comme il y a eu quand on a électrifié les bâtiments ou déployé un réseau d'eau, une vraie infrastructure liée au bâtiment, avec un gestionnaire de l'eau, de l'électricité, et bien maintenant un gestionnaire des données, qui a la confiance à la fois des citoyens, des privés, des publics et des entreprises. C'est fondamental. Et c'est vrai que c'est un vrai sujet. Et alors, Casey parlait de commun numérique. Eh bien, c'est exactement ça. Les communs numériques, c'est cette fameuse infrastructure numérique. C'est pas uniquement la fibre. C'est comment je récupère les données des différents équipements connectés, comment je le stocke, comment j'assure la confidentialité des données, comment j'assure la sécurité des données, comment je partage ces données, comment effectivement on organise l'économie de partage autour de l'usage des données. C'est un vrai changement. Même aujourd'hui, je plaide pour une sorte de tiers des États de la donnée ou du numérique. Un organisme qui n'est pas étatique, public, ni privé, qui est entre les deux, avec une gouvernance partagée. Et c'est pour ça que depuis 2 ans, on a travaillé sur une réécriture des droits de l'homme, parce que quand vous lisez les droits de l'homme, cette dimension numérique n'existe pas. Or, on parle de double numérique, de jumeaux numériques. Mais on voit bien que, on parle du BIM, tu vas parler du BIM, on voit bien que ce jumeau numérique aujourd'hui, c'est lui qui a l'emprise sur le monde physique. Donc si on ne définit pas les règles de ce monde numérique, eh bien, on perd la maîtrise du monde physique, dont les problématiques de sécurité, entre autres, ou d'éthique. Eh bien, c'était l'objet de réécriture de ce monde, de ces droits de l'homme, en introduisant des amendements sur les règles qui vont gérer ce monde numérique. On en reparlera tout à l'heure. Je pense que j'ai presque tout dit, mais c'est vrai que c'est un vrai changement. Je vous invite effectivement à réfléchir là-dessus, on va revenir dessus. Et si, le dernier sujet, c'est que c'est aussi fondamental, puisque tout à l'heure vous en avez parlé, c'est pour aller dans ce sens-là, donc la réécriture des droits de l'homme et tout récemment une charte sur l'usage des données. Et c'est une charte de confiance sur l'usage des données. Alors on l'a faite en 10 points et on l'a appelée Data for You. Data for You pour vous, you pour vous, mais aussi you pour l'usage des données. Et c'est fondamental et une charte qui va traiter de plusieurs points comme la
le consentement éclairé, la transparence et sécurité des données, la traçabilité assurée, l'usage éthique des données, la mutualisation des données ou encore la rétribution éclairée sur l'usage des données. Cette charte a été écrite il y a 2 mois. Elle vient d'être signée par la ville de Nevers qui décide ou qui va décider d'intégrer cette charte dans tous ses appels d'offres en demandant à tout prestataire de service qui va utiliser les données de la ville ou des citoyens de respecter cette charte qui deviendra demain, j'espère, un référentiel. Mais d'autres villes sont en train de suivre cet exemple. Et mon objectif, c'est que chaque citoyen demande à chaque prestataire, à commencer par les organisations, enfin les sociétés qui vous portent de l'énergie, de l'eau, ou de la santé, ou que sais-je, de respecter cette charte. Pour moi, c'est fondamental et ça permettra, si vous voulez, d'aller vers justement un numérique beaucoup plus responsable et des citoyens qui seront éclairés et qui auront confiance dans un numérique. Merci. Merci Emmanuel et merci d'évoquer les questions de jumeaux numériques qui fait aussi partie des nouvelles technologies. Encore il y a quelques semaines, on parlait du marché des jumeaux numériques, c'est 19 milliards. Et en France, aujourd'hui, on dit avoir son digital twin, son jumeau numérique, c'est devenu un must-have dans le domaine industriel. Alors, vous allez dire non, mais le métavers industriel, ça n'existe pas. Mais aujourd'hui, on pilote, c'est ce que Emmanuel expliquait, on va piloter par simulation, donc entrée de données sur un jumeau numérique pour décider et faire des décisions sur le réel. Donc c'est là où on voit où l'un va influencer l'autre et à quel point tout ça c'est extrêmement important. Donc le jumeau numérique c'est pas du tout de la science-fiction, c'est devenu un must-have en France aussi dans le domaine industriel. En tout cas, merci beaucoup Emmanuel et je me tourne vers Dominique puisqu'on a parlé de silotage et donc comment désiloter, c'est une grande question qui m'amène à un défi technologique qui est celui de l'interopérabilité. Et donc j'aimerais bien que vous nous parliez d'interopérabilité, de standards, justement de jumeaux numériques interopérables, nécessairement de souveraineté nationale. Quand nous avons préparé cette table ronde, nous avons dit qu'on était encore dans un Moyen-Âge numérique. Et je me posais la question de savoir si, comment faire pour aller vers cette renaissance numérique où nous aurons réconcilié les questions d'interopérabilité, d'open source, système propriétaire, commun, partagé, données d'usage. Et finalement, est-ce que l'interopérabilité est antagoniste avec la sécurité, Dominique? Voilà, un vaste sujet par rapport à ce qui a été dit quand même. Je reprendrai certaines choses, car je viens d'un monde qui s'appelait les télécommunications, et je tiens à dire que je faisais partie d'un opérateur que vous connaissez bien, ayant été responsable de la normalisation de ce groupe-là, ayant créé pas mal de réseaux sur la planète aussi. Il y a des choses, juste une chose, il y a plus de 40 ans que le numérique existe déjà. Parce que les premiers centraux, tu sais, de voix électronique, de type temporel, c'est 1968 déjà. Et donc, avant, il a fallu y penser. Donc, c'est la fin des années 50, c'est les années 50. Il y avait encore des lampes et on faisait du numérique. Et puis, derrière, effectivement, on a appris à transmettre des informations. Alors la transmission a été analogique, justement, jusque dans les années 70. Les premiers numériques ont commencé, transmission numérique, système, à la fin des années, enfin mi-70, mais réellement fin 70. Nous étions avant dans le monde totalement analogique. Mais pour des personnes qui manipulaient déjà des données, pour ces gens-là, c'était tout à fait logique que la donnée leur appartenait pas. Déjà, il faut le dire. Les PTT, parce que c'était toujours les PTT qui faisaient les télécoms autour de cette planète. On avait créé, après la guerre, à la création de l'ONU, une partie télécom qui s'appelle l'UIT à Genève.
Et c'était bien pour pouvoir faire parler tous les pays entre eux sur la planète, après la Seconde Guerre mondiale. Hein. Donc, on est sur un système où déjà l'information n'était pas propriétaire transmise. Hein. Et puis derrière, nous sommes passés au numérique, c'est vrai. Alors, je tiens à dire que ici, effectivement, je représente une ONG européenne qui a été créée avec 2 DG de la Commission européenne, puisque moi-même, j'étais un conseiller de la Commission européenne, l'ancienne DG Infoso, hein, c'était donc la partie qui me concernait tout spécifiquement, hein, et qui est maintenant DG Connect, et l'ancienne DG Entreprise, hein, qui couvrait la normalisation, qui est maintenant la DG Gros, Croissance. Hein. C'est avec une responsable d'unité, une Irlandaise, Colette Maloney, que nous avons eu l'idée, justement, de monter un petit système pour compenser l'agression, justement, de ces gros fournisseurs qui faisaient la loi à Bruxelles avec leur lobbying. Hein? C'est clair. Alors que moi, je représentais un groupe qui s'appelait France Télécom, et puis j'étais sur un système complètement inverse à ces gens-là. Je le dis parce que même les autres opérateurs n'étaient pas de mon avis. Hein. Il a fallu arriver dans les télécoms aux années après les années 2000, hein, c'est-à-dire 2005, pour voir les premiers rassemblements d'opérateurs où ensemble on amenait quelque chose qui n'était pas sur le besoin provenant, vous savez, de la technologie. C'était un besoin qui venait du terrain, des utilisateurs. L'ONG, c'est le rassemblement des utilisateurs, justement, de toutes les technologies de l'information et de la com. C'est pour ça que vous avez des secteur santé, transport, et ainsi de suite. Alors, puisque on a parlé de la normalisation, effectivement, nous sommes membres d'un organisme, du 3e organisme de normalisation européen qui s'appelle l'ETSI, qui normalisait donc toute la partie télécom au départ depuis 1988, créé en 88 pour normaliser au départ 2 choses. C'était la numérisation de la transmission numérique. Hein, la numérisation, pardon, de la transmission. Les systèmes de transmission, vous connaissez, c'est les systèmes DSL. HDSL, ADSL, VDSL, vous connaissez. C'est un des comités qui a été créé pour ça, hein, à Sophia Antipolis, à l'ETSI. Et le deuxième, c'était pour la transmission dite mobile, c'est-à-dire pour créer le GSM. Vous aviez Radiocom 2000 qui existait, tous les pays avaient leur système analogique, hein, sur le système de commutation, justement, voix, et on passait à la commutation, on passait déjà avec une commutation donnée. Hein, c'est le GSM 88, le départ de la normalisation GSM. Après, vous avez 2G, 3G, 4G, vous connaissez la 5G, ils sont en train de traiter la 6G, et une chose est certaine, quand on parle de qualité de la donnée et de la sécurité de la donnée, faut-il que celle-là soit faite proprement. Alors la sécurité au niveau de la cybersécurité, c'est une chose, mais il y a aussi la valeur de la donnée qui ne doit pas être détériorée à la transmission. Et dans la détérioration de la donnée, vous avez le temps, ce qu'on appelle le temps de latence, le temps de réaction d'arrivée de votre donnée. Hein, alors tout ça, c'est très important parce que ça définit justement cette partie de système de transmission qui est vu par l'utilisateur après. Hein. Je vous prends un exemple. Je vous prends l'exemple de la voiture qui doit se conduire toute seule. C'est très bien. Les opérateurs, les telcos vous ont dit ah ben nous, on va être porteurs de cette donnée. Hein. Cette donnée, je veux bien, mais avant qu'elle soit sécurisée en temps de transmission, c'est le temps de latence, eh ben, il faudra quelques années. Je vous le dis franchement. Je vous le dis franchement, parce qu'aujourd'hui, la 5G n'existe pas. D'accord? Quand elle existera, vous aurez tout un tas de petits émetteurs, hein, c'est-à-dire de la micro-émission, des microcellules, pour y parvenir. Quand on a commencé à réaliser la 5G, c'était au bord de l'ETSI. Moi-même, je représentais, puisque je suis chairman d'un comité qui couvre tous les systèmes de transmission et toute l'ingénierie d'installation. Vous avez sur quel que soit le système. Maintenant, et pour tous les secteurs, y compris la santé, tout ça. Donc derrière, vous avez forcément un comité, santé, tout ça. Et tous les chairman ou chairwoman,
hein, parce que le TCIELF, c'est une anglaise qui est un de mes membres. À chaque fois, en général, maintenant, vous avez pas mal de comités, vous avez un membre qui dirige correctement, diront l'ensemble, par rapport aux besoins. Ce que je vous ai dit tout à l'heure, aux besoins opérationnels, aux besoins terrain. Alors, quand on revient sur la donnée, avec mes collectivités, parce que nous représentons plus de 200 maintenant métropoles européennes, c'est-à-dire Eurocities. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est Eurocities. Et quand on va, que ce soit pour défendre un point à Bruxelles, ça a été le cas pour les smart grids, donc avec les opérateurs électriques, hein, Linky, tout ça, après derrière, hein, en fond de plan. Nous ne sommes pas du tout d'accord, je vous le dis franchement, sur Linky, hein, sur le système. Bon, les métropoles, hein, je le dis, hein, parce que prendre des données aux clients, les amasser dans un système de centre de données et puis en redonner au compte-gouttes, c'est assez difficile après de gérer votre maison. Hein. Comme je vous le disais, c'est assez difficile de gérer votre voiture si le temps de réaction est trop lent. Donc, quand vous avez tout cela, il est clair qu'il faut prendre le silotage, les silos aujourd'hui avec leurs objets, ce qu'on appelle des objets type Internet des objets. Moi, je suis d'accord, on définit. Faut-il que ces silos soient traités d'une façon horizontale, c'est-à-dire qu'on doit pouvoir s'interconnecter entre chaque silo, entre la partie sécuritaire, la police, les transports et peut-être les réseaux d'eau, réseaux électriques, voilà, pour certains besoins. Quand on se retrouve dans un immeuble, dans une maison, il n'est sûrement pas nécessaire d'avoir une détection de température dans chaque chambre, surtout quand on arrive à créer avec les données. Et c'est là où on arrive aux données projets, déjà quand on arrive sur un bâtiment, à avoir ce fameux jumeau numérique avec les données et pouvoir intégrer, surtout que c'est rapide maintenant, avec ce que nous appelons l'intelligence artificielle, qui n'est pas du tout de l'intelligence, hein, c'est le traitement de données concentrées. Hein. Faut-il que ces données, hein, soient prises en compte d'une façon souveraine? C'est pour cela que l'on parle avec mes collectivités d'un besoin transversal et d'avoir une interopérabilité globale. Alors, dans ce cas-là, je vous dis, parce que tu as parlé de cette fameuse association sur le bâtiment intelligent, hein, nous étions liés. Nous avons cassé ce lien il y a 1 an parce que ces membres ne respectaient pas justement le principe de base de l'interopérabilité et de la sécurité des données. Voilà, je vous le dis, parce que nous sommes dans ce cas-là avec des grosses entreprises qui vous fournissent des systèmes propriétaires. Et nous ne sommes plus dans un monde avec des systèmes propriétaires, mais c'est l'histoire du puzzle avec des morceaux. Il faut que vous puissiez fournir à un client, ou en étant l'utilisateur, nous clients, avoir des morceaux qui se rentrent les uns dans les autres pour faire quelque chose de concret au niveau d'un bâtiment ou d'un campus. Voilà, c'est-à-dire que vous devez pouvoir être indépendant des fournisseurs. Eh oui, vous n'êtes pas bloqué par un type d'interrupteur, dit intelligent ou autre, qui va s'interconnecter qu'avec ce même type d'interrupteur. Voilà. Ah, c'est là où nous rentrons dans le système où il faut normaliser tout cela. Et progressivement, parce que ça ne peut pas être fait d'un coup, et effectivement, il y a un comité à l'ETSI qui s'est penché là-dessus, et en coopération totale au niveau technique avec les autres comités de l'ETSI, parce que c'est quand même la base c'était les télécoms, aujourd'hui c'est la partie technologie de l'information et de la com. Comme je vous ai parlé des systèmes transmission ADSL, VDSL ou du GSM jusqu'à la 5G, c'est un comité qui normalise au niveau mondial. Non seulement on normalise au niveau européen, mais au niveau mondial derrière. Vous avez des normes européennes et mondiales à la fois. Voilà, et ça marche. Parce que la 5G, elle fonctionne, hein, la 4G fonctionne, tout le monde fonctionne, tous ceux qui ont ce système-là sur base GSM dans le monde, ça fonctionne. Hein. Vous allez avec vos téléphones dans n'importe quel pays. Donc, on doit arriver à la même chose au niveau du bâtiment. Casser ce système de silotage, arriver à une interopérabilité, une souveraineté globale de la donnée. Voilà, sur un système local. Que ce soit une collectivité, une métropole, c'est ce que réclament tous mes utilisateurs, en prenant en compte
les besoins du terrain. C'est pour ça que tu disais, quand dans une maison, tu mets, ou un appartement, des thermomètres de partout, c'est complètement absurde. Hein. On le faisait pas avant, je vois pas pourquoi on le ferait maintenant. Hein, tu es d'accord, hein? Et en intégrant en plus la donnée, vous pouvez faire varier si vous avez des convecteurs, d'une façon clairement dynamique, sans aucun problème. Hein. Je vois pas le problème là. Hein. C'est pas, sauf si bien sûr vous jouez sur des données que vous allez prendre aux clients et que vous allez mettre dans votre centre et que vous allez redonner avec vos règles de conduite, quoi. Mais ça, c'est ça. Hein, c'est un ensemble. Alors, pour arriver à une chose sur cette base-là, hein, et ça fonctionne. On a pris un exemple, je vous prends un exemple très terre à terre, c'est la vidéosurveillance. Vidéosurveillance, nous étions à la 2G de la vidéosurveillance, avec encore de l'analogique. Nous sommes parlés au tout numérique, c'est la 3G de la vidéosurveillance, qui a été normalisée dans mon comité ici, dans un de mes comités, parce que c'est un comité chapeau avec tout un tas de comités derrière, dont un Smart Communities, et c'est le responsable technique d'Eurocities qui est le chair de ce comité, hein, Christophe Collinet, qui est mon secrétaire général. Hein. Et donc, on est sur un principe, il est clair, hein, que nous passons d'un système propriétaire à des systèmes ouverts. Alors, faut-il que quand on remonte dans les couches, de la couche physique en bas du câble, et on n'est pas obligé de changer le câble, hein, dans les infrastructures peuvent être réutilisées. Dans un immeuble, vous avez beaucoup d'infrastructures qui peuvent être utilisées, qui ont été posées il y a 50 ans. Hein. Quand on ne refait pas totalement l'immeuble, même en refaisant l'immeuble, vous pouvez conserver certaines infrastructures. Bon, ça dépend de la façon dont vous le refaites, hein, ça c'est sûr. Bon, mais nous avons un exemple, c'est pour ça que je vous avais parlé vidéosurveillance, ça a été fait avec, entre autres, la RATP, parce que c'était la RATP qui était venue me voir pour la partie transport. Nous avons normalisé en moins d'1 an le système. Et au niveau mondial, vous avez une alliance mondiale maintenant, hein, qui répartit tous les pays, toutes les collectivités du monde sont là. Hein. Donc on l'a normalisé en moins d'1 an. Aujourd'hui, nous sommes sur la partie déploiement total. C'est le cas au niveau du métro parisien, hein, c'est le cas de la ligne 14, la ligne 4, et ils vont étendre sur toutes les lignes. C'est bien sûr en réutilisant le réseau, par exemple, coaxiaux, qui date de 50 ans et plus. Ils sont bien meilleurs que ceux de maintenant, d'ailleurs. Parce que les câbles étaient excellents. Hein, le cuivre était bien meilleur. Hein, il n'y a pas de l'alliage avec un peu plus d'alu, quoi. Hein, c'est un peu plus. Voilà. Et ça, tout ça, c'est à prendre en compte. Et à prendre en compte et là maintenant, nous sommes sur la partie BIM, par exemple, avec mes collectivités et les spécialistes du BIM, puisque hein, le Sinov Digital est fortement investi dedans, sur un outil, justement, qui doit être globalement normalisé en 24 mois. Là. D'accord ? Et qui répondra aux critères que je vous ai décrits. Donc par rapport au terrain, à l'opérationnel. Parce que derrière, il faut absolument que les maîtres d'ouvrage puissent gérer leurs immeubles ou leurs campus. C'est clair. Avec des logiciels qui ne puissent pas être pénétrés d'une façon grossière. Alors plus le logiciel est compliqué, plus c'est facile après de pirater. Il faut savoir qu'un système plus simple, c'est pour ça qu'on préfère l'open source. Excusez-moi, hein, sur le principe, parce que dans ce cas-là, on arrive, et sur le BIM, c'est OpenDTX qui est promu, hein, qui sera promu, hein, on est clair dans la norme. Le premier document, c'est un ETSI GROU 035, vous allez avoir, voilà, la référence. Hein, ça sera libre d'accès, vous pourrez le télécharger, parce que toutes les normes ETSI sont gratuites. Vous vous rendez compte ? Allez demander à la FNOR si ces normes sont gratuites. Alors là, on va essayer de plus en plus de les traduire en français, parce que la FNOR vend mes normes, les EN, hein, ou les ES internationales, il est traduit en français, et c'est mal traduit. Alors j'ai des... Voilà. Alors, merci beaucoup Dominique, on vous écoutera encore longtemps, mais on voudrait poser peut-être une dernière question à vous quatre, et éventuellement, Laurent, vous verrez, peut-être vous pouvez peut-être interagir
en premier lieu, hein, on va vous donner la primeur. Je voulais poser une dernière question sur l'intelligence artificielle. C'est à la mode, mais c'est aussi un énorme enjeu aujourd'hui pour nos entreprises, également pour vous professionnellement, qui nous ouvre un champ des possibles en termes de processus décisionnels, d'analyse prédictive, évidemment de gains de productivité pour les entreprises, circulation, traitement de données. Alors, je voulais poser une question sur l'équilibre entre les intérêts des entreprises et les droits fondamentaux des citoyens. Je voulais poser une question sur le droit. Est-ce que le droit est encore efficace, y compris le droit d'auteur, dans ces écosystèmes numériques intelligents? Comment peut-on contrer le moissonnage des œuvres par l'intelligence artificielle? Et aussi, mais peut-être ce serait plus pour Myriam, quelle responsabilité pour les plateformes au titre de la protection des contenus? Merci, Kazi. Tout d'abord, je vous prie de m'excuser, mais j'ai mon opérateur de transport avec qui j'ai rendez-vous qui ne m'attendra pas, lui. Donc, je devrais vous quitter dans quelques minutes. Mais je vous renouvelle tous mes remerciements pour cet accueil. Vous parliez de l'open source, mais justement, on est intervenu aujourd'hui sur une conférence et 2 ateliers à l'Open Source Experience qui se tient porte-maillot. Donc, et nous travaillons tous sous Linux au GIP Acima. Donc, nous sommes complètement raccords là-dessus. L'intelligence artificielle. Vaste sujet, et notamment par rapport à la sécurité numérique, hein, qui, je le rappelle, est un moyen, mais qu'on doit tous appréhender aujourd'hui et surtout en saisir les enjeux. Pour nous, c'est une grande inconnue dans le sens où, à Cybermalveillance GouverFR, on côtoie des menaces de masse, et ce n'en est pas encore une, en tout cas d'après ce qu'on en perçoit sur nos publics. Par contre, les enjeux, on les voit, on les anticipe, des enjeux aussi bien du côté des attaquants que du côté de la défense. Du côté des attaquants, bien entendu, on a évoqué la sophistication d'un certain nombre d'outils, de méthodologies d'attaque, et l'intelligence artificielle, avec tous les défauts que vous lui avez très justement attribués, risque quand même d'approfondir et surtout de donner des moyens supplémentaires, des moyens de tromperie, d'usurpation, de maquillage de vidéos ou d'images supplémentaires pour hameçonner, appâter des victimes. Ça, c'est indéniable. Pour l'instant, nous ne le discernons pas encore, mais on pense que ça va arriver. Côté défense, cette même intelligence artificielle va pouvoir être utilisée pour mieux peut-être disséquer, discerner des signaux faibles ou des choses qui pourraient échapper à l'œil pourtant aiguisé d'un utilisateur éclairé. Ça, on en est également persuadé. Mais pour l'instant, effectivement, ça reste encore un gros point d'interrogation, même si le sujet vient de plus en plus régulièrement au niveau de conférences et d'échanges comme ceux que nous vivons actuellement. Avant de m'échapper, et je m'en excuse encore, effectivement, aujourd'hui, et je pense que nos propos l'illustrent bien, s'approprier cette thématique, s'informer, se documenter, suivre l'évolution. Vous l'avez bien compris, nous sommes tous aujourd'hui entourés par des outils numériques, par un domaine qui, il y a 50 ans, 40 ans, émergeait à peine. Et aujourd'hui, nous devons évoluer en termes de civilisation, en termes culturels et par rapport à nos pratiques. Donc voilà, bonne continuation à tous. Et n'hésitez pas, bien entendu, à venir trouver des recommandations, des contenus adaptés sur cybermalveillance.gouv.fr. Merci beaucoup. Merci Laurent, merci de nous rappeler que l'intelligence artificielle pose des vraies questions sur des processus et décisionnels et les décisions prises. Myriam, une petite question sur la législation, puisque nous sommes à l'orée d'une IA Act, donc qui était finalement dans les tuyaux depuis très longtemps, mais plutôt sur les algorithmes et qu'on essaye d'adapter à l'intelligence artificielle générative. Il est beaucoup question de savoir est-ce que cette législation qui veut intégrer des notions et des valeurs qui sont européennes, est-ce que ça va désavantager ou pas nos entreprises? Donc on a cette opportunité d'une législation en Europe
Alors qu'on voit dans d'autres pays, notamment, pour ne pas les citer, les anglo-saxons, où on ne va pas du tout aller vers la législation et on va aller plus sur la notion de code de bonne conduite, toujours ces choses soft, extrêmement souples et qui peuvent être changées et peut-être plus agiles et plus efficaces. Alors, je voulais peut-être vous poser peut-être une question sur l'approche qu'on fait envers l'intelligence artificielle et, en termes d'efficacité aussi. Oui, ma réponse va être très modeste. Hein. C'est vrai que il y a un phénomène de mode. D'ailleurs, j'ai remarqué qu'en matière de numérique, il y a des modes. Et vous l'indiquiez d'ailleurs, le terme intelligence artificielle m'apparaît inadapté. On n'est pas dans l'humain, hein. On est dans l'aide à la décision et l'exploitation des données. Donc, je pense qu'il faut faire attention aux termes. Bon, bien sûr, la soft law, les codes de bonne conduite, c'est très bien, mais je pense qu'il faut quand même un encadrement à minima. Alors, c'est toujours pareil. Où est-ce qu'on place le curseur? Il faut développer. C'est aussi un levier économique, mais tout en l'encadrant et en évitant aussi les risques de biais. Tout à l'heure, on parlait des contenus. Il y a quand même une utilisation croissante, Laurent le disait à l'instant, de ces innovations, de l'intelligence de l'IA, aussi par les délinquants. Donc, il faut être très vigilant. À chaque fois, on a vraiment ces Janus, on a les deux côtés de ces innovations numériques. Donc, évidemment, on est en plein dans l'actualité puisque le texte avance doucement, mais là, ça va aboutir. Après, il faudra voir ces applications. Voilà, comment ce sera décliné au niveau européen. Je pense que effectivement, c'est des opportunités, mais il faut quand même être prudent et pas être aveuglé par toutes ces innovations numériques. Juste un petit rappel, donc l'intelligence artificielle générative est entraînée sur ce qu'on appelle des datasets. Ces datasets sont souvent composés de données qui sont ce qu'on appelle moissonnées. Ça veut dire que ce qu'on appelle le scraping, hein, on va sur Internet et on crawl, ça veut dire qu'on l'enlève et on récupère vos données. Et donc, c'est une vraie question de justesse, de justice. Est-ce qu'on peut fonder tout un système qui est finalement sur le vol de données? Je ne sais pas si Emmanuel ou Dominique veulent réagir sur cette question d'intelligence artificielle. Écoutez, c'est clair qu'on parle d'IA, mais une fois de plus, l'IA, c'est des algorithmes qui se nourrissent de quoi? De données. D'où l'importance, effectivement, de maîtriser ces données et d'avoir une vraie politique de gouvernance des données, suivant un modèle, qui est le modèle qu'on a préconisé dans cette réécriture des droits de l'homme, le principe de subsidiarité, c'est-à-dire du plus petit vers le plus grand. Et c'est ce principe-là, c'est le principe qui est opposé à l'envers du principe actuel, qui est le principe actuel du numérique, tel qu'il est utilisé aujourd'hui, c'est l'inverse. C'est du plus grand vers le plus petit. C'est un principe très jacobin. Alors que là, on parle d'un principe girondin. Il faut savoir que ce principe de subsidiarité est écrit notamment dans la Constitution européenne. Voilà, donc, si vous voulez, je pense que quand on parle de légiférer l'IA, c'est pourquoi je parle d'abord qu'il faut réécrire, adapter les droits de l'homme à l'ère du numérique en intégrant ce principe de subsidiarité. Et puis le deuxième principe qu'on a écrit dans cette réécriture des droits de l'homme, c'est le principe de subjectivité, c'est-à-dire que dans le cadre de l'intelligence artificielle ou d'un algorithme, le dernier mot n'est pas la machine, mais l'être humain. Et on exige tous les algorithmes, la transparence au niveau des algorithmes, ou l'intentionnalité. C'est fondamental. Donc, si vous voulez, à mon avis, ça peut être assez simple de légiférer. Il faut juste aller vers une couche au-dessus et prendre ces grands principes. Et puis, le dernier principe qui est essentiel, puisqu'on parle de données, c'est le principe de consubstantialité de la donnée. Alors, vous allez me dire, c'est un mot un peu
plutôt qui est utilisé dans la religion catholique. Mais non, c'est le principe de consubstantialité. C'est un mot qui est dans le dictionnaire et qui, en fait, qui dit qu'on ne peut pas dissocier la donnée de son émetteur, l'être humain. Voilà. Et donc, si on a intégré ces trois principes et qu'on les a dans le code, dans la constitution européenne, française, eh bien, je pense que déjà, on a fait, et dans les droits de l'homme, donc au niveau de l'ONU, on aura fait un grand pas. Ensuite, une petite remarque personnelle. On parle d'intelligence artificielle et on dit que ça va mettre en danger l'humanité. Oui, si on reste sur le modèle de société tel qu'on l'a conçu ces dernières décennies, où c'est l'analytique qui gouverne le monde. Or, on s'est né des êtres humains et on n'est pas que des analyticiens, on est aussi des émotionnels. Et l'intelligence, c'est aussi l'émotion. On communique par l'émotion et non pas uniquement par un raisonnement. Et ça, c'est fondamental aussi. Et donc, c'est mettre au même niveau, voire à un niveau supérieur, le niveau de l'émotion et l'être humain en tant qu'être qui transmet des émotions. Et la notion d'empathie. Je pense que déjà là, on va faire un grand progrès. Juste un point très rapide, en restant sur un plan technique, pour ma part. Faut-il que sur la partie applicative, donc la partie utilisateur, hein, les applications à être utilisées dans votre bâtiment, dans votre campus, sur le terrain, faut-il que ça soit bien, trois domaines soient bien cernés, hein, la partie technique d'un côté, la partie sémantique et la partie organisationnelle qui est très importante, hein, en sachant que le sémantique va vous donner derrière votre langage de traitement entre machines, voilà, entre applications et entre machines aussi, hein, puisque même jusqu'au système de transmission, en dialogue de transmission, nous sommes sur ces bases-là. Donc, il faut être très clair, rester sur ces trois domaines avec une interopérabilité totale, ce qui vous donnera l'interopérabilité totale au niveau transversal entre les différents silos. C'est très important, hein. Et là, vous pourrez vous prémunir de certaines attaques et autres, vues de l'intérieur, vues des gens de l'extérieur. Voilà, ça c'est très très important. Et vous arriverez avec cette intelligence artificielle, entre guillemets, puisque c'est pas d'intelligence pour moi, je l'ai dit depuis le début, mais on est clair, vous arriverez à gérer proprement votre bâtiment en restant sur des infrastructures même anciennes. Hein. Surtout parce que ça vous fera faire des économies et l'environnement s'en portera mieux. J'avais une petite question pour Myriam. Lorsqu'on voit l'emprise des GAFAM et des plateformes sur les contenus aujourd'hui et tout les batailles qui ont été faites pour avoir un droit voisin, par exemple, pour que les éditeurs puissent avoir une rémunération sur leur contenu. Aujourd'hui, je me pose la question avec l'intelligence artificielle, est-ce que nous n'allons pas aller vers une nouvelle monopolisation quelque part? Et comment est-ce que vous voyez cette chose? Parce que précisément la DMA, la DSA n'est pas du tout adaptée à cela. Effectivement, il y a beaucoup de textes, hein, ce que vous indiquiez, DSA, DNA. Par rapport aux plateformes, il y a une réaction quand même assez tardive de l'État. On a laissé finalement les plateformes prendre le pouvoir. Et c'est quand même assez difficile de faire machine arrière, même si, je prends un exemple, il y a quelques années, j'avais été détachée au ministère de l'Intérieur, où le ministre de l'Intérieur de l'époque avait lancé un groupe de contact permanent pour instaurer un dialogue avec ces plateformes. Et c'est aussi leur image de marque qui est en jeu, hein, donc ça quand même fait un peu bouger les choses. Hein. Mais bon, on n'a pas assez de recul. Il faut trouver cet équilibre entre ces leviers économiques et également la protection de l'ordre public numérique. Mais pour aller dans le sens de Myriam, je pense, et ce que je vous disais, c'est que, bon, c'est pas 40, c'est 50 ans, mais c'est rien par rapport à l'échelle de l'humanité. Et donc, je pense qu'il faut avoir le courage de changer le modèle, d'avoir un changement à 180 degrés. Ce modèle de la gratuité de services
autour du numérique est un modèle perverse qui aspire les données et qui fait qu'en fait, on va, comme tu le dis, aller de plus en plus faire un monde géré par des multinationales qui seront supranationales, avec quelque part des États, s'ils subsistent, qui seront à la botte de ces multinationales. Excusez-moi, mais c'est la vérité. C'est la vérité. On l'a vu récemment avec l'incident, si on peut dire, en Ukraine, avec effectivement l'histoire des satellites. Voilà. Donc on voit bien qu'on y est. Et donc aujourd'hui, il est urgent de repenser fondamentalement ce modèle. Facebook vous dira, la gratuité, ok. Si vous voulez pas que ça soit gratuit, ça coûte 170 € par an, par exemple. Écoutez, pourquoi pas? Mais là, si vous voulez, je pense qu'aujourd'hui, on est à un point de bascule où il faut accepter et aller vers un autre modèle où effectivement le citoyen va payer, mais pour avoir un service où effectivement ces données seront maîtrisées, où il aura une maîtrise de ces données. Quand je dis le citoyen, c'est nous, c'est la collectivité, c'est l'État, c'est l'Europe. Sur ce principe de gratuité, justement, prenons les outils justement de protection des données de vos PC. Pendant des années, et surtout le petit artisanat l'a utilisé, un système russe par exemple, Kaspersky, et aujourd'hui c'est le bon pont pour vous faire piquer, enfin c'est déjà fait, toutes les données, les agglomérer du côté de Saint-Pétersbourg. C'est sûr en plus. Donc c'est des choses à prendre en compte. Il vaut mieux payer peut-être un Norton d'un côté qui est américain, je conçois, mais qui est sûrement moins dangereux que l'autre qui était gratuit. Voilà. Alors, je vous remercie beaucoup d'être resté aussi tardivement et de nous avoir écoutés. On avait encore préparé plein d'autres questions, mais finalement, on doit quand même faire une petite conclusion. Alors, elle est évidemment sur la question de la convergence de la big data avec les nouvelles technologies. Nous les avons évoquées, l'intelligence artificielle, blockchain, jumeaux numériques, qui nous plonge dans ce qu'on peut appeler un algo-démocratie. C'est cette démocratie qui peut être gérée par les algorithmes. Ce n'est pas pour rien que ceux qui investissent les plus lourdement dans l'intelligence artificielle sont précisément les plateformes. Donc vous avez derrière Google, Microsoft, etc. Donc cette algodémocratie ou algocratie est un endroit où les algorithmes façonnent notre perception du monde, que dis-je, qui substitue notre pensée et notre expression, puisqu'aujourd'hui, quand vous livrez à ChatGPT, finalement, vous prenez son expression, finalement, qui se substitue à la vôtre, ainsi que votre propre pensée. Des algorithmes qui décident et influencent des secteurs économiques entiers dans le monde. On peut songer à l'intelligence artificielle de BlackRock, Aladdin, qui gère 20 000 milliards d'actifs financiers dans le monde. Des algorithmes qui influencent la vie politique. Ils sont à même de déstabiliser les États. Nous l'avons vu avec l'incident Trump. Des algorithmes qui déterminent ce que nous voyons sur nos interfaces informatiques, finalement, lorsque vous ouvrez votre ordinateur, et ce qui apparaît dans vos fils d'actualité sur vos comptes sociaux. Or, ces plateformes, on l'a dit aujourd'hui, ont une vraie position dominante dans la structuration de notre rapport au monde. Leurs algorithmes et ceux de l'IA générative répondent donc à des intérêts économiques minoritaires. Alors, devons-nous attendre du seul marché l'instauration d'une démocratie digitale? Comment faire en sorte, Emmanuel a parlé, que les intérêts de la collectivité soient mieux préservés? Et je souhaiterais citer Éric Le Boucher cette semaine dans son éditorial dans Les Échos. Il a dit « La solution est d'inventer dans ce moment historique une façon meilleure de prendre des décisions collectives pour le bien collectif. » Il a dit que ces décisions ne pouvaient pas être prises par des institutions d'antan,
Il visait nommément l'ONU, etc. Et nous savons à quel point nos propres institutions sont extrêmement fragiles, je dirais même notre 5e République. Donc, tous les collectifs d'esprit indépendants ont certainement un rôle essentiel à jouer pour contribuer à façonner le bien collectif et déterminer les garanties d'indépendance nécessaires. Donc, en tant que collectif d'esprit indépendant et pour Sinov Digital, je pense que vous avez sans doute un rôle et on peut donc se poser la question de quel est le rôle des organisations professionnelles dans cette révolution numérique. Et sur ce propos conclusif, je passe la parole à Didier. Merci, Kazé. Le numérique au service des humains pour répondre aux enjeux sociétaux, environnementaux, sans être une menace pour notre souveraineté, nos libertés d'expression, d'entreprendre. Un certain nombre de risques viennent d'être décrits par les intervenants, mais également des opportunités. Un enjeu important, le bon fonctionnement du marché numérique, la qualité de service offert. La confiance des utilisateurs repose sur la liberté d'usage. Et cela se traduit techniquement par l'interopérabilité et la nécessité de se doter de langage commun. Pour ce faire, l'organisation professionnelle est légitime pour réaliser ce chantier. Je lance donc dans l'enceinte Sinov l'idée d'engager ce chantier en s'appuyant sur les réglementations existantes. Le référentiel réglementaire sur l'interopérabilité existe. Sur les normes déjà réalisées depuis de longues années et celles qui sont en cours de finalisation et de formalisation. Avant de vous inviter à poursuivre nos échanges autour d'un verre, de quelques collations que Sinov Digital vous propose de partager grâce au soutien de nos partenaires, je vous les rappelle, le groupe Vive, Cogesur, Fédération Sinov, et ses fédérations régionales Sinov Île-de-France, Sinov Rhône-Alpes. Je remercie encore nos intervenants pour nous avoir éclairés grâce à la qualité de leurs interventions sur les défis juridiques et sociétaux de l'écosystème numérique. Je vous souhaite une bonne fin de soirée et je vous propose de poursuivre nos échanges autour d'un verre. Merci pour votre participation. Et le petit verre de l'amitié nous attend à la sortie. À tout de suite.